à tous, ravi de vous accueillir sur ce plateau au cours du salon Tech Fest. Alors, j'aimerais préciser que cette conférence sera également diffusée en replay donc, sur le site internet de Tech Fest pour celles et ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'à la fin de la conférence. Donc, conférence organisée par Hydro 21. Tout de suite, je vais vous proposer de vous présenter. Commencer par ma gauche, David. Bonjour, David Havard de General Electric Hydro. Karine Lemaire d'EDF Hydro Alpes. Emmanuel Perret, c'est Isorio. Et Frédéric Debieuf, Spretec du groupe Artelia. Roland Vidil, Hydro 21. Alors, président d'Hydro 21. Je vais tout de suite démarrer par vous, Roland Vidil. Donc, vous êtes à la tête d'une association cluster qui s'appelle Hydro 21, qui regroupe plus de 110 entreprises. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement qui est Hydro 21 et d'ailleurs que vous pourrez aller voir sur son stand côté Tech and Space? Bien, donc je voulais d'abord remercier tous les participants à cette table ronde. On fait presque le plein là, malgré la cohue ambiante. Donc j'espère qu'on pourra interagir. Donc effectivement, Hydro 21, c'est un regroupement d'entreprises. Donc on a maintenant plus de 100 entreprises, avec une particularité forte qui est que ces entreprises sont d'une part des grandes entreprises, certaines sont ici présentes, et d'autre part une majorité de PME, PMI. Voilà. Et notre action se développe pour soutenir les PME, PMI. Ça, c'est une particularité forte. Nos objectifs, on a 3 objectifs essentiels. C'est d'une part de faire la promotion de l'hydroélectricité. Alors quand on parle à l'extérieur, on dit la promotion des énergies renouvelables, parce que vous savez bien que les énergies renouvelables, ça a une grosse cote. Et puis quand la plupart des gens qui parlent des énergies renouvelables, ils parlent du solaire et de l'éolien, mais ils ne parlent jamais de l'hydroélectricité. Donc voilà, on utilise des vocabulaires qui s'adaptent un peu aux circonstances. Ça, c'est le premier objectif. On a un deuxième objectif qui est de mettre en réseau les acteurs, notamment les entreprises. Et donc, pour faire ça, donc, on a une grande manifestation annuelle qui s'appelle les rencontres Business Hydro. Et puis, on a un troisième objectif qui est de diffuser la culture scientifique et technique. Voilà. Donc, je termine pour dire que ce réseau, ce regroupement de compétences et d'acteurs est, de mon point de vue, sans équivalent en Europe. Voilà. Et on prétend devenir le cluster hydro de l'Europe. Roland, effectivement, Hydro 21 est un écosystème unique, atypique. Vous avez souhaité aujourd'hui traiter de cet écosystème innovant. Pourquoi cette thématique ? Alors, l'hydro, c'est une technologie qui est éprouvée, qui marche bien. Donc ça, c'est un appui fort. Ça représente à peu près 12% du mix électrique national. Ça représente 90% du stockage d'énergie qui est aujourd'hui absolument indispensable. Et c'est une énergie de territoire qui permet de développer aussi nos territoires. Donc c'est les 3 axes sur lesquels on va développer notre action. Alors, ça a la réputation d'une technologie mature, qui n'innove pas. Et aujourd'hui, donc, on veut vous montrer le contraire. Alors justement, on va démarrer par General Electric. David Havard, vous êtes directeur du site General Electric Hydro, donc à Grenoble. Que fait GE en matière d'innovation en quelques minutes on sait qu'on n'a pas très peu de temps. On fait beaucoup d'innovations pour la transition énergétique. Par exemple, il faut beaucoup de puissance et il faut beaucoup de réactivité. Donc récemment, on a mis en marche une centrale qui peut démarrer de l'arrêt jusqu'à la pleine puissance en moins de 60 secondes. Moins de 60 secondes. Sachant qu'il y a beaucoup d'autres fuels, comme le gaz ou même le charbon et autres,
ils prennent plus que 60 minutes pour démarrer. Donc la transition énergétique avec plus d'énergie intermittente va demander plus d'équilibrage du réseau, plus de réactivité, et l'hydro est bien placé pour le faire. Donc la force de l'hydro, c'est l'agilité, la réactivité, c'est ça. Et donc on avait préparé cette conférence et vous m'aviez parlé de Flex Hydro. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce consortium international auquel vous avez participé, qui est terminé maintenant, c'est ça? Oui, ça s'est fini cette semaine. J'étais avec quelques collègues en Suisse pour la réunion de clôture. Donc en fait, il s'agit d'un groupe d'acteurs européens avec un financement de l'Europe qui a travaillé sur les solutions pour davantage de flexibilité sur la base installée de l'hydro. Pourquoi la base installée actuelle? Parce qu'elle est là, elle contribue déjà pleinement, mais on peut faire plus de choses encore avec. Donc on a fait ce groupe, donc il y avait des acteurs aussi comme EDF, il y avait beaucoup d'acteurs aussi d'autres pays. Et donc l'idée c'était de voir ce qu'on pouvait faire sur des centrales qui sont déjà là, pour déverrouiller des fonctionnalités supplémentaires, pour pouvoir faire plus de choses avec, pour justement être un peu plus souple, un peu plus réactif, pour vraiment pleinement contribuer. Alors vous parlez de souplesse, de réactivité, de flexibilité. Je vais rebondir avec EDF, puisque Karine Lemaire, vous êtes une des responsables chargées de mission chez EDF. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une centrale en région Rhône-Alpes qui illustre cette flexibilité? Alors sur ce projet-là, oui, on a travaillé sur notamment la centrale de Grand Maison. La centrale de Grand Maison qui est la centrale la plus puissante d'Europe, puisqu'il y a 1800 MW installés sur cette centrale. Et en fait, le projet a consisté à développer un nouveau mode de fonctionnement sur cette centrale, de pompage, turbinage instantané. Avant, on pouvait fonctionner uniquement soit en pompage, soit en turbinage, mais on ne pouvait pas faire les deux. Donc ce projet, c'est ce qu'il a permis de faire, et il a surtout permis d'apporter plus de flexibilité au réseau. Parce que sur le réseau, l'électricité ne se stocke pas, donc il faut que la consommation soit équivalente à la production. Et donc pour ce faire, on a besoin de développer de nouvelles solutions avec des groupes plus flexibles sur le réseau, et c'est ce que ça a été l'objectif de ce projet. Voilà. Donc on a, en fait, avant, quand on était sur du pompage, on ne pouvait pas régler. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire en ayant couplé sur un autre groupe qui permettait de le faire. Et voilà, aujourd'hui, quand on appelle sur le réseau la centrale de Grande Maison, on peut l'appeler beaucoup plus finement que ce qu'on pouvait le faire avant. Et donc, ça permet plus de précision sur la possibilité d'apporter finement vraiment de la puissance directement en ajustant la production et la consommation en temps réel. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un véritable changement de paradigme pour vous, EDF? C'est un nouveau mode d'exploitation. Avant, on pompait ou on turbinait. Maintenant, pompage, turbinage simultané. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'avec demain un modèle où beaucoup d'énergies renouvelables vont arriver sur le réseau, solaire, éolien, intermittente, on a besoin de pouvoir ajuster bien plus qu'on le fait aujourd'hui demain cette énergie qui arrive sur le réseau. Alors, autre modèle d'écosystème innovant, vous nous avez parlé également de Vogelgrün quand nous avons préparé la conférence. Vogelgrün. Oui, Vogelgrün, alors c'est un modèle d'hybridation un peu différent, mais qui sert le même objectif, qui est d'apporter de la flexibilité sur le réseau. Donc c'est une centrale qui est située au fil de l'eau en Alsace. Et là, donc, on l'a hybridée avec une batterie, avec, encore une fois, pour objectif, plus de flexibilité sur le réseau, mais également en essayant de réduire les impacts d'usure sur nos matériels. On a parlé, David, tout à l'heure de Flex Hydro. Après Flex Hydro, donc ReHydro a enjambé le pas. ReHydro, c'est également un consortium européen qui a été remporté par des grands groupes européens dont vous faites partie. C'est une vraie victoire pour vous, finalement. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce projet ReHydro? C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour nous, pour EDF, pour la CNR, la Compagnie nationale du Rhône aussi, qui est associée à ce projet. Donc tout à l'heure, on a parlé du projet X-Flex Hydro, qui se termine en ce moment-là.
Donc c'était un projet financé par l'Europe. Et il faut toujours une concurrence, une compétition très importante pour avoir ces fonds de l'Europe. Donc on est très content d'avoir fait ce premier projet qui se termine. Et ensuite, on vient d'avoir la nouvelle comme quoi on a gagné ensemble un autre projet européen, cette fois-ci avec 23 acteurs sur 4 ans, sur le développement durable quand on fait des réhabilitations des centrales hydro. Ça veut dire que quand on est en train de retoucher, refaire, relancer une centrale qui commence à être un peu vieille, ou les machines qui commencent à être un peu vieilles, c'est de le faire de la façon la plus durable possible. Et nous, par exemple, avec EDF, avec la CNR, on va faire 2 démonstrateurs. Ça veut dire qu'on va vraiment toucher, changer les vraies machines qui font parfois 4 ou 5 mètres de diamètre. On va faire des changements là-dessus pour les rendre plus ichthyophiles. Ichthyophiles veut dire sympathique pour les poissons et notamment pour les anguilles. Donc notre sujet, ça va être de faire en sorte que les turbines soient plus sympathiques pour les anguilles. Alors Karine Lemaire, cette responsabilité environnementale, je crois que vous avez aussi à cœur de vous pencher sur le sujet chez EDF. Oui, on va être partie prenante sur ce projet. Alors il débute, ce projet, l'appel d'offres, il vient juste d'être remporté. Donc voilà, on en est au tout début sur ce projet. David, moi je reviens sur ce projet de consortium. Le fait de vous associer avec d'autres pays européens, ça vous permet, vous me disiez tout à l'heure, de chasser en meute. Alors c'est une expression qu'on retrouve beaucoup dans le domaine industriel, chassons en meute, pour effectivement contrecarrer la concurrence. La concurrence, elle est où? À quel niveau? En fait, il y a énormément de concurrence sur ces appels à projets. Les fonds en question sont assez conséquents, donc tout le monde court après. Il y a quelque temps, on avait soumissionné un projet. Il y avait 27 projets différents pour un financement. Donc la concurrence peut être assez rude en fait sur ces projets européens. Un des critères justement de succès, un critère clé, c'est d'avoir un maximum d'acteurs et que ça soit le plus international possible. Donc par exemple avec ReHydro qui est sur les anguilles pour nous, on a des Norvégiens, des Portugais, des Français, des Suisses. Il y a énormément de gens qui sont impliqués dedans. Donc c'est un critère qui permet de gagner. Et puis un autre critère qui est vraiment non négligeable, et on est vraiment au cœur aujourd'hui de cet écosystème. Donc c'est vraiment l'écosystème, c'est toute la chaîne de valeur. C'est des entreprises de conseil, c'est des fabricants de machines, c'est des exploitants. On a toute la chaîne de valeur. Donc c'est très important, quand on travaille ensemble, on peut vraiment faire plein de choses. Cette chaîne de valeur qui caractérise le cluster Hydro 21, puisqu'on retrouve effectivement des concepteurs, bureaux d'études, fabrication, maintenance, laboratoires, universitaires, etc. D'accord. Alors, autre exemple d'innovation, parce que nous avons sélectionné les meilleurs, je me tourne vers Karine. Karine, vous avez travaillé avec une TPE WaterTrack. Vous pouvez nous en dire plus sur cette innovation? Oui. Alors, WaterTrack, voilà, donc ça, vous voyez à l'écran, c'est des robots qui ont été développés avec, donc WaterTrack, c'est un partenariat d'innovation qui a été fait avec cette entreprise. Les robots, ils ont été développés en 2 ans. Et c'est des robots qui servent à curer, en fait, les sédiments qui se trouvent au fond de nos retenues. La question sédimentaire, c'est un vrai sujet pour des exploitants hydrauliques. On estime qu'il y a à peu près, je crois que c'est autour de 45 milliards de mètres cubes de sédiments qui font qu'on ne peut pas exploiter pleinement les retenues dans le monde. Donc c'est pas un petit sujet. Donc pour limiter ça et pour faire en sorte qu'on perde moins d'argent, on a développé ce robot. Alors ce robot, vous le voyez sur la photo à votre gauche, c'est un robot qui s'appelle Nessie. Alors c'est un robot qui va directement dans l'eau tout seul, donc il n'y a pas besoin d'engin de levage. Il pèse environ 15 tonnes et il est là pour draguer donc le fond des sédiments qui se trouvent et est adapté à la taille donc, de nos canaux et de nos barrages. Donc il peut aller... Donc, on dit que c'est un croisement entre... je regarde la photo parce qu'il y a un croisement entre un char, parce qu'on a la forme un peu du char,
d'un sous-marin parce qu'il peut aller jusqu'à 300 mètres de profondeur. Et puis, il a également les chenillettes que vous retrouvez des dameuses. Donc, vous voyez, c'est vraiment un modèle hybridé. Et puis, bien sûr, la fonction de dragage, ça tombe sous le sens. Donc, il pèse 15 tonnes, c'est un beau bébé. Et il peut retirer jusqu'à 150 mètres cubes par heure de sédiments. Donc, on l'utilise en interne pour nous. Donc, on a fait les premiers tests au Sauté, une centrale qui n'est pas très loin d'ici. Et puis, on l'a déployé après sur d'autres centrales. On a mis 2 ans à le développer avec Watertrax. Et il a aussi pour vocation d'être utilisé sur d'autres aménagements qu'à EDF. La CNR, d'ailleurs, l'a utilisé sur un de ses barrages. Et puis, il est utilisé aussi dans les ports de l'Atlantique. Et puis, également les stations d'épuration. Voilà. Et à côté, vous avez sa petite sœur qui est née, qui s'appelle Lizzie. Alors, beaucoup plus petite. Elle fait moins de 5 tonnes et elle a l'avantage d'avoir beaucoup d'outils polyvalents, un cutter, un brise-roche, voilà. Et ce qui est surtout intéressant pour nous avant, c'est que quand on n'avait pas ce robot, pour vidanger, donc pour retirer les sédiments, il faut soit vider complètement la retenue, voilà, soit on vidangeait en diminuant la cote d'eau. Et donc ça, c'était une perte d'exploitation. Donc une perte de production qui maintenant est bien réduite avec l'arrivée de ces robots. Et puis il y a le Super Nessie qui va arriver 2 fois plus lourd et 2 fois plus puissant, qui va notamment retirer les sédiments d'un bassin qui n'est pas très loin d'ici, qui est au Flumet, voilà, quand on va en direction de Chambéry. Merci Karine. Je vais me tourner vers Frédéric Debieuvre, qui est donc directeur général de Spretec, qui est une filiale du groupe Artelia. Donc, vous avez récemment inauguré une chaire de recherche qui s'appelle Medelia. D'ailleurs, on va pouvoir retrouver ici. Est-ce que vous pouvez nous repréciser les objectifs de cette chaire de recherche, les moyens que vous avez mis en place et les partenariats que vous avez noués avec d'autres acteurs, j'imagine, pour lancer cette chaire de recherche? Oui, tout à fait. Merci de l'introduction. Et donc cette chaire Medelia, elle prend appui sur notre métier, Spretec, qui est prolonger la durée de vie des ouvrages et en concevoir de nouveaux. Et on s'est posé la question sur les ouvrages anciens. On a souvent des phénomènes de fatigue. J'entends parler de l'intermittence, de la flexibilité des centrales avec des régimes d'exploitation accrus, avec des start and go permanents, donc des phénomènes de cycle de fonctionnement et donc des phénomènes de fatigue sur les aciers, enfin, sur les ouvrages métalliques. Et donc nous, notre métier chez Spretec, on a un département calcul qui donc voilà, fait son travail sous des angles de réglementation, de normes de calcul pour les exploitants, pour nos maîtres d'ouvrage. Et donc on est souvent amené à intervenir sur des ouvrages anciens avec des aciers qui ont été fabriqués il y a 50, 70 ans. On dit que l'hydro c'est centenaire et ça a un avenir. Donc c'est tout un patrimoine dont on a la charge, de le préserver, d'assurer sa durabilité. Et donc quand on prend les normes actuelles de construction, en fait, voilà, on est souvent amené à faire des choix qui ne sont pas forcément logiques de remplacement. Et donc nous, notre objectif, c'est de faire progresser justement la connaissance sur ces phénomènes de fatigue pour prendre les bonnes décisions pour justement allonger la durée de vie de ces ouvrages. Donc on va développer une approche avec la Fondation INP, avec qui nous sommes partenaires, les 2 laboratoires 3SR et CIMAP, pour faire une approche probabiliste des phénomènes de fatigue et tenter de faire progresser justement le savoir sur les courbes de fatigue des aciers qui sont un peu anciens. Et on s'est associé donc avec un exploitant, CNR, qui a bien voulu rejoindre l'aventure, qui nous donne des données d'entrée pour développer ce programme de recherche. Et puis le CETIM, qui est aussi une grosse pointure dans ces domaines de fatigue. Voilà. C'est important, c'est un programme de 4 ans qui commence. On a un thésard qui est rentré récemment dans l'inauguration au mois de novembre. On est très heureux de ce programme. C'est aussi important pour la filière hydro
de montrer encore une fois que l'innovation, même sur le patrimoine, et j'entendais mes collègues dire que effectivement on a dans l'hydro énormément de ressources disponibles et qu'il faut encore faire progresser et qu'il y a tout un champ devant nous pour prolonger la durée de vie, tirer parti avantage de cette énergie renouvelable. Et vous avez également travaillé avec NC Cube, l'école nationale d'ingénieurs eau, environnement, énergie, avec lequel Hydro 21 est partenaire aussi, c'est ça? Effectivement, l'NCCube fait partie de l'université, enfin en tout cas c'est dans les partenariats qui nous sont offerts avec la Fondation INP. Et naturellement, ils sont partenaires de notre programme de recherche avec les 2 labos, l'université Grenoble-Alpes également. Voilà. Merci. Alors, puisqu'on parle de fatigue des équipements, je vais rebondir avec Emmanuel Perret, puisque à l'ordre du jour des prochaines rencontres Business Hydro figure hydroélectricité et modernisation. Donc, Emmanuel Perret, vous êtes vice-président Business Hydro. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce salon qui est au cœur de l'innovation d'Hydro 21 ? Oui, merci Marie-Hélène. Donc déjà un peu de mots sur Business Hydro. C'est en quelques années, je dirais en 9 ans, c'est devenu le salon de référence de l'hydro qu'on a la chance d'accueillir toutes les années à Grenoble et qui regroupe maintenant la plupart des grands acteurs de la filière. C'est un salon B2B. Le cœur du sujet, c'est le business. Donc effectivement, cette année, on a choisi le thème de la modernisation, puisque on l'a dit, décarboner les énergies, c'est un enjeu clé par rapport aux enjeux qu'on a relevés pour le climat. L'hydroélectricité aujourd'hui, c'est la première source d'énergie renouvelable qui représente à elle seule plus que le solaire et l'éolien. Et donc, pour maintenir et développer ces capacités, il faut maintenant, on parlait tout à l'heure, c'est une technologie qui est née il y a maintenant presque une centaine d'années, avec des équipements qui sont là, qui font partie de notre paysage. Et maintenant, il y a un gros enjeu de modernisation de ces équipements, à la fois pour maintenir les capacités et les développer, et aussi pour développer les services que Karine et que David ont décrits, qui est capable d'apporter l'hydroélectricité. Je pense notamment au stockage. L'hydroélectricité, c'est la seule technologie qui permet de faire du stockage d'énergie de masse. Et puis le pilotage, avec un pilotage très réactif qui est de plus en plus nécessaire pour équilibrer nos réseaux. Pour faire ces investissements, c'est des installations lourdes, donc c'est des investissements onéreux, c'est lourd. Donc pour ça, il faut de la visibilité. Il faut pouvoir avoir de la visibilité dans le temps. Et visibilité qui est un peu bloquée aujourd'hui avec un cadre réglementaire pas tout à fait adapté. Donc ça nous a paru vraiment opportun de mettre ce sujet-là, je dirais, en lumière lors de notre prochain salon. Alors justement, en tant que vice-président Business Hydro et également directeur général de CIC Orio, vous avez également souhaité mettre en place les trophées de l'innovation, auxquels se sont associés naturellement General Electric, EDF, Artelia. Vous pouvez nous en parler de ces trophées ? Oui, alors ça c'est voilà. Donc on a la chance à Grenoble d'avoir tous les acteurs de la filière. Depuis, on en a parlé là, depuis les écoles, les universités, les écoles d'ingénieurs, les laboratoires, jusqu'aux exploitants. Donc on est au cœur de cet écosystème. Ça favorise l'émergence d'idées, de jeunes pousses, de TPE qui démarrent. Et donc on a trouvé naturel au sein d'Hydro 21 de réserver un espace pour eux et de les mettre en avant pour les aider, pour améliorer leur visibilité auprès des grands groupes et des grands acteurs qui viennent et qui sont présents. D'accord, donc les rendez-vous rencontres Business Hydro ont lieu quand ? Vous pouvez rappeler les dates peut-être ? Voilà, 8-9 octobre. Et si vous souhaitez réserver votre stand, c'est maintenant. Voilà, elles auront lieu le 8-9 octobre. Je veux quand même ajouter aussi qu'on a également créé les trophées de l'innovation cette année, là qu'on a lancé cette année pour la première année, qui sont ouverts et aux étudiants, notamment dans nos écoles d'ingénieurs, et aux entreprises, notamment aux TPE. Et là aussi, il y a un prix, on les met en évidence. Voilà. Le but encore est de favoriser l'émergence de ces petites sociétés dans l'hydro. Merci Emmanuel. Puisqu'il nous reste moins de 3 minutes et que le temps est compté, je vais vous proposer simplement de faire un court message pitch de la fin. Quel message avez-vous envie de faire retenir à nos spectateurs qui sont ici présents ? Je commence par David Havard de General Electric. Je vais faire vite parce que j'en ai 2. Le premier, on a dit, c'est un écosystème innovant. J'espère qu'on vous a apporté les preuves. D'accord ? Donc c'est innovant, c'est des métiers qui sont très intéressants à tous les niveaux, dans des cadres parfois exceptionnels.
Et il y a un bel avenir devant l'hydro. D'accord? Ça, c'est le premier message. Deuxième message, l'hydro, c'est flexible, c'est stockable, c'est renouvelable, c'est-à-dire que c'est indispensable pour la transition énergétique. Donc, quand vous pensez renouvelable, pensez hydro, s'il vous plaît. Merci David. Karine Lemaire, EDF. Il m'a piqué mon message. Alors, non, je crois que David a tout dit. La première des énergies renouvelables, elle est pilotable, elle est stockable. C'est indispensable avec l'arrivée de notre nouveau modèle énergétique de demain avec des énergies intermittentes. Donc, le stockage qu'offre l'hydro est indispensable. Donc, et en plus, comme tu le disais, souvent dans un cadre magnifique, on monte sur des prises d'eau très belles avec des montagnes. Le job, c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Emmanuel Perret, CIC Orio. Alors moi j'insisterai, donc oui, tout a été dit, mais j'insisterai sur le fait que l'hydroélectricité, contrairement, elle a une image vieillotte, en fait c'est une énergie moderne, on le voit, et je pense qu'on a essayé de le démontrer aujourd'hui, elle est vraiment au cœur de l'actualité. Donc c'est une énergie moderne et vertueuse, elle est pleine de vertus, elle a pleine de qualités, donc elle est indispensable pour notre avenir, comme l'ont dit Karine et David, et en plus on a la chance d'être au cœur de l'écosystème de l'hydroélectricité ici aujourd'hui, et donc c'est une chance pour nous et à nous de la prendre pour l'avenir. Frédéric Debieuvre, Artelia, Spretec. Alors c'est une énergie plus que centenaire, un patrimoine formidable dont on est héritier et qui a encore énormément d'années devant nous avec des énormes champs d'innovation encore. Et donc vraiment c'est un domaine très attractif, un domaine avec une filière dynamique, avec des acteurs qui ont plaisir à être ensemble. Travailler ensemble, on peut le voir, on est tous présents ici et on travaille vraiment au sein de cette association Hydro 21 de main dans la main et on a tous à cœur la passion de l'hydroélectricité. Alors pour conclure le mot de la fin, je vais me tourner vers Roland Vidil, président d'Hydro 21. Quel ADN dégage Hydro 21, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message aux jeunes qui sont là, aux personnes qui assistent à cette conférence sur l'hydro et l'innovation? Je sais pas, il y a tellement de choses qui ont été dites. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que 2024 démarre assez fort. On n'avait pas prévu, il y a 2 mois, on savait pas, on connaissait pas Tech and Fest. Donc on a décidé de venir, je pense qu'on a bien fait. Voilà, on organise par ailleurs quelque chose qui est un petit peu équivalent tout en étant un plus petit envergure qui est donc les rencontres Business Hydro. Et je voulais pour terminer tout à fait dire que dès 2024 et puis en 2025, on développe actuellement un projet. Vous savez qu'en 1925, à Grenoble, a eu lieu l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. Et on veut fêter en 2025 le centenaire de cet événement. Et donc, on prépare dès maintenant toute une série d'opérations et d'événements pour que 2025 soit une année absolument extraordinaire de mise en avant de l'hydroélectricité. Et on va, dès 2024, dès les rencontres Business Hydro 2024, préfigurer un peu ce que sera l'année 2025. Donc voilà, donc restez à l'écoute et venez à nos événements et on vous expliquera dans un environnement un peu moins sonore qu'ici ce qu'on fait réellement. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, restez connectés sur www.hydro21.org. Merci à tous nos intervenants, merci à vous d'avoir suivi cette conférence et à très vite.